traverser la ville en tramway, nous nous arrêtâmes à Anderlecht. Je n'étais pas rassurée, mais Sophie donnait l'impression de savoir où elle allait. Elle marchait d'un pas rapide sur la rue en pavé. J'essayais de la suivre comme je pouvais, mes poumons étaient en feu. Enfin, elle ralentit le pas à l'approche d'une grille. Nous étions à l'entrée du cimetière de la ville. J'avais du mal à reprendre mon souffle. Faut vraiment que j'arrête de fumer. Sophie poussa la grille qui glissa dans un grincement inquiétant. C'est le seul endroit auquel j'ai pensé sur le moment. C'est parce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Je ne disais rien, j'étais trop sur mes gardes, de peur que quelqu'un nous ait suivis. Après quelques minutes de marche, elle s'arrêta devant une énorme tombe en pierre sombre au nom de la famille Nerva. Ma famille a investi dans ce caveau pendant la guerre. Attendez, on va pas rentrer là-dedans quand même. Oh, s'il vous plaît, on ne pourrait même pas soulever la pierre. En disant cela, elle se dirigea vers l'arrière du caveau. Je la suivis. Elle se baissa et commença à tâter la pierre. Ayant peur de tout perdre à ce moment, mes parents ont fait construire une cache pour nos objets de valeur. Ah, voilà. Elle poussa d'un coup et une dalle se décolla. Elle entra à moitié à l'intérieur et ressortit avec la fameuse boîte en bois gravée du triangle rouge. L'excitation me prenait. Enfin, cette histoire allait se terminer. Après avoir refermé la cache, Sophie se releva en tenant fermement la boîte. « Ouvrez-la, s'il vous plaît. » Pourquoi ? Elle me regardait de manière suspecte. « Qui vous dit que les documents sont encore dedans ?» Elle mit un moment à réfléchir et enfin déposa la boîte sur le caveau et l'ouvrit. Je m'approchai pour vérifier également. Ils étaient bien là, de vieux papiers jaunis par le temps, remplis de vieux symboles et écrits dans une langue incompréhensible pour le commun des mortels. Bon, allons voir Pascal. Je me retournai pour tomber nez à nez avec une arme à feu. Un homme, non, un géant, accompagné d'un autre type à la mine patibulaire. Veuillez nous suivre bien sagement. Sophie fut la première à agir. Elle se mit à courir dans l'herbe, mais avec des talons, glissa, mais se releva très vite. C'est alors qu'un coup de feu retentit. Tout le monde se figea. C'était le patibulaire qui avait tiré. Il avait visé à quelques centimètres de Sophie. Clairement, ce n'était pas la peine de discuter avec ces gars. Ne rendez pas la situation plus difficile. Sophie se mit à pleurer. Nous sortîmes du cimetière pour rejoindre une voiture noire garée à l'entrée. Avant de monter, le patibulaire nous attacha les mains pendant que le géant nous gardait en joue. Une fois à l'intérieur, il nous jeta un sac puant à chacune et nous obligea à le mettre sur notre tête. L'odeur était infecte et impossible de voir au travers. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il nous emmenait. Sophie et moi tentions tant bien que mal de ne pas nous cogner. Je ne sais pas combien de temps dura le trajet. Il m'a semblé que c'était des heures. En tout cas, nous étions sortis de la ville pour nous enfoncer dans un bois. Je me repérais comme je pouvais au bruit ambiant. Enfin, ils se garèrent. J'étais morte de peur. Ils allaient nous tuer, c'était certain. Le plus terrible, c'était que je n'avais pas pu sauver Sophie, comme je lui avais promis. La portière s'ouvrit de mon côté, je sentis de grosses mains me saisir. Je hurlais et essayais de me débattre avant d'entendre le bruit d'un revolver qu'on arme. Ne bouge pas, salope, ou vous êtes morte. À ces mots, je devins une statue de pierre. Il me prit comme un sac à patates, même si je devais peser une plume pour lui, avant de me déposer délicatement dans une barque, où je tentais de prendre appui comme je pouvais. J'entendis que le géant faisait de même avec Sophie, avant que le patibulaire et lui montent dedans. La balade en bateau dura moins d'une minute avant que nous touchions terre à nouveau. L'un des deux me prit par le bras et me força à sortir de la barque. Ils nous guidèrent, le sol était glissant à cause du froid, j'avais mal aux pieds. Je ne savais pas où nous étions, ça ne m'aidait pas à me calmer. Je pouvais sentir la terreur qui s'emparait de Sophie. On frappa à une porte qui s'ouvrait dans les secondes qui suivirent et on nous fit entrer sans ménagement. Au moins à l'intérieur il faisait moins froid. Avec le sac sur la tête, je ne pouvais distinguer que le sol, carrelé en noir et blanc. Les seuls bruits provenaient de nos pas et d'un feu dans la cheminée. Personne ne parlait, c'était angoissant. Nouvelle porte qu'on ouvre, plus lourde, en bois. Le géant dit enfin quelque chose. Ils sont prêts ? De nouveau, le silence. L'autre avait dû faire un signe de tête pour répondre. On nous poussa pour avancer de nouveau. On traversa un couloir en béton gris éclairé par des torches. Je le voyais aux ombres sur le sol. Puis on descendit un petit escalier. Ça devenait infernal, je faillis perdre mon sang-froid. Nous étions dans une nouvelle pièce, au sol en bois rouge. Après quelques pas, on nous fit asseoir sur 2 chaises. Nos kidnappeurs nous libérèrent de nos liens avant de nous attacher de nouveau les mains dans le dos, par-dessus le dossier avec une grosse corde rêche. Des chuchotements résonnèrent tout autour de nous, des voix d'hommes. Qu'on leur donne la lumière! On nous retira nos sacs. Nos yeux mirent du temps à s'habituer. Nous étions aveuglés par 2 lampes ciélétiques. Le reste de la pièce était dans la pénombre. Il y avait également une lampe qui éclairait un pupitre en bois en face de nous. En me retournant comme je pouvais, je distinguais à peine ce qui nous entourait. Quelques vagues formes humaines assises également. En regardant le plafond, j'ai remarqué qu'il était rouge et que l'endroit où nous étions était en forme de triangle. La fameuse pyramide rouge. Derrière le pupitre se tenait un homme en toge rouge. La lampe permettait uniquement de distinguer ses mains et ses manches, mais impossible de voir qui c'était. Mais la voix me disait quelque chose. Mes frères, artisans du monde,
Je vous ai réunis aujourd'hui pour accomplir la volonté de notre maître à tous, le grand architecte Imhotep, et notre dieu, Khnum, créateur de l'enveloppe humaine. C'est alors que 2 autres lumières s'allumèrent de part et d'autre de l'orateur pour dévoiler 2 statues, celle d'un homme qui devait représenter Imhotep et celle d'un humain avec une tête de bélier, sûrement le fameux Khnum. En tout cas, ils ont sens de la mise en scène. Pendant le charabia, je tentais de défaire mes liens discrètement, me cisaillant les poignets, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Aujourd'hui, mes frères, vous allez voir la puissance de Khnum, grâce aux textes sacrés retrouvés et grâce au sacrifice que Mademoiselle Derby nous a gentiment délivré. C'est alors que l'orateur se pencha en avant et dévoila son visage. Je savais que cette voix me disait quelque chose. Albert Dumont, le père d'Alexis, se tenait devant moi. Il me regarda dans les yeux avec un sourire carnassier avant de tourner son regard vers Sophie. Mon sang se glaça. Je tournai la tête vers Sophie qui me regardait avec les larmes aux yeux. Non, pas elle. La porte s'ouvrit de nouveau. 2 hommes avancèrent jusqu'au milieu de la pièce, poussant une table en marbre sur roue, et sur la table, le corps d'Alexis Dumont. Sophie m'interrogea du regard. Je suis désolée. C'est tout ce que j'ai pu lui dire. C'est alors que je remarquai que les 2 hommes qui venaient d'entrer étaient les gendarmes qui étaient à notre bureau le soir où j'avais assassiné Alexis Dumont. J'imaginais alors que Mathieu faisait partie de ce groupe de malades. Était-il assis là, avec les autres? Il fallait que je me libère de mes liens au plus vite. Albert s'approcha de son fils et lui caressa les cheveux. Il est écrit, dans le texte sacré, que pour posséder l'âme d'un dieu, il faut offrir une âme au grand Anubis. Les 2 collègues de Mathieu amenèrent une autre table en marbre. Amenez-moi l'offrande! Le géant attrapa Sophie par le bras et la tira vers la table. « Non, laissez-la » Silence! Ton tour viendra bien vite. Sophie fut attachée sur la table par de grosses sangles en cuir, pendant qu'Albert entamait une sorte de prière tout en apposant ses mains sur le torse de son fils. « Bon sang, Ruby, bouge ton cul !» J'entendis des chuchotements autour de moi. Je fixai alors la table où se trouvait le cadavre. Quelque chose me figea. Le corps bougeait. Il était pris de course au brosseau. Je n'en revenais pas. Comment était-ce possible? Il est prêt. Mes frères, le grand Anubis va ressusciter mon fils et faire renaître notre dieu Khnum en lui. Nous serons plus puissants que jamais et immortels. Alexis Dumont émettait des bruits horribles comme des râles et tentait de se relever. Le spectacle était affreux. Tout son corps se contractait dans des positions improbables. Anubis, entends son dû. Elle pleurait, la pauvre. Mais Albert Dumont n'écoutait pas. Il alla vers sa table et sortit une dague de sous sa toge. Il recommença sa prière avant de lever la lame au-dessus de sa tête. Au moment où Sophie se mit à hurler, mes liens tombèrent enfin sur le sol. Je fis au plus vite. En me levant, je sortis l'aiguille qui retenait mes cheveux et me plaçai derrière le partibulaire. « Arrêtez tout !» Albert arrêta son geste et me fixa du regard. « Lâchez ça, mademoiselle, vous êtes ridicule !»« Vous voulez que je vous rappelle ce que j'ai fait à votre fils ? » ?»« Vous n'êtes pas une tueuse !» C'est alors que le patibulaire m'attrapa la main et en me retournant, m'empoigna la gorge. Il me plia le poignet pour que je lâche l'aiguille. Albert me sourit à nouveau avant de reprendre sa cérémonie. Il baissa la lame en une fois. Je hurlai. « Non !» Un coup de feu retentit soudain et Albert Dumont s'écroula à terre avant d'avoir pu poignarder Sophie. Tout le monde se retourna vers moi. Je compris vite qu'il regardait derrière moi, même le patibulaire. Il avait les yeux écarquillés. « Lâche-le, salopard !» Je me retournai et le vis. Mathieu, dans une toge rouge, l'arme à la main. À ce moment-là, les autres se mirent à courir vers la sortie, pendant que je courais vers lui et le serrais dans mes bras. « Dis-moi que tu n'es pas venu tout seul, s'il te plaît. » Il me regarda en souriant. J'entendis alors, venant de l'extérieur du bâtiment, un gendarme avec un porte-voix. « Gendarmerie nationale, vous êtes en état d'arrestation !» Je serrai de nouveau Mathieu contre moi. « Comment as-tu... » Barre est venu me rendre visite ce matin. Il se doutait que vous seriez kidnappé ou vous seriez emmené. Il avait déjà enquêté sur les lieux secrets. Eh bien... Il passa devant moi pour rejoindre Albert Dumont, laissa l'épaule. Il tentait de fuir par une porte dérobée. Il le prit par la toge et le colla contre le mur. « Vous n'avez pas le droit! Ne me touchez pas !» Mathieu le fit sortir par la porte principale avec les autres. Enfin, c'était vraiment fini. Je rejoignis Sophie qui était toujours sur la table. J'évitais soigneusement le corps d'Alexis qui ne bougeait plus. Anubis et Khnum avaient sûrement abandonné le corps, voyant qu'ils ne recevraient rien aujourd'hui. La pauvre était sous le choc et n'arrêtait pas de pleurer. « Attendez, je vous libère. » Une fois fait, elle se jeta dans mes bras. Je la consolai en lui disant que tout était bien fini pour de bon, qu'elle était libérée de tout ça. En sortant, je pus voir où nous étions. C'était le chalet du bois de la Cambre qui était situé sur un îlot, d'où la balade en barque.
Une fois sortie du bois, Sophie fut emmenée à la caserne pour recueillir son témoignage. Elle y recevrait également la terrible nouvelle concernant la mort de son compagnon. Pour ma part, Mathieu me laissa rentrer et, comme la dernière fois, m'attendait le lendemain matin pour me poser des questions, ce que je fis. Une semaine plus tard, Paul sortait enfin du coma et voulait déjà reprendre le travail, une vraie force de la nature. J'étais contente de le voir en forme comme avant. Sophie, quant à elle, était retournée chez ses parents. Elle n'était pas encore tout à fait remise de cette expérience. Mathieu nous donnait régulièrement des nouvelles de l'enquête. Malheureusement, une bonne partie des membres étaient de riches héritiers, voire des membres du gouvernement, et donc au-dessus des lois. D'autres servirent de bouc émissaire et furent arrêtés pour calmer les foules. Quant à Albert Dumont, il fut condamné à la peine de mort. On apprit également que le géant et le patibulaire étaient impliqués dans l'agression de Paul et dans le meurtre de Martial Fournier. Paul avait eu beaucoup de chance ce soir-là. Si le couple qui l'avait découvert n'était pas arrivé à ce moment-là, interrompant les hommes de main, il serait mort. Il s'était bien défendu, mais l'un d'eux l'avait pris par surprise avec un coup à la tête. Il était devenu gênant, il fallait s'en débarrasser, comme Fournier. Pascal Barre sortit son article, mais Paul et Mathieu l'obligèrent à masquer toute la partie magie et sacrifice. Le monde n'était pas prêt pour ça, et ne le serait sûrement jamais. Nous étions au bureau, Paul et moi. Paul lisait l'article de Barre pendant que je bouclais les notes de l'enquête. Au moment d'écraser ma cigarette, quelqu'un frappa à la porte. Paul leva les yeux de son journal et me regarda. Je reprenais mon rôle de secrétaire aux yeux des gens. Mais j'avais hâte de faire à nouveau ressortir la détective que j'étais.